Et on va parler aujourd'hui de la Chine, mais de la Chine du IIIe siècle après Jésus-Christ. Merci José Frêche d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes ancien conservateur du musée Guimet à Paris, vous avez une carrière dans l'audiovisuel, vous avez également touché à la politique auprès de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé, et vous êtes aussi écrivain avec une passion très claire, très tranchée pour la Chine. Vous publiez aujourd'hui La petite voleuse de la soie aux éditions XO. D'abord, pourquoi cet amour de la Chine? D'où vient-il? Est-ce vraiment de la lecture de Tintin et du Lotus Bleu comme j'ai pu le lire? Absolument. C'est lorsque j'ai reçu cet album de Tintin, avec lequel Hergé a collaboré avec un grand sinologue, enfin plutôt un Chinois, qui l'a aidé à faire cet album extraordinaire. Moi, je suis tombé dans la soupe chinoise, si j'ose dire, en découvrant ces planches extraordinaires. Cette couverture magnifique que l'on voit aussi. Cette couverture magnifique et cette histoire qui se déroule à Shanghai au début du 19e siècle. Et donc j'ai été tout à fait fasciné par cet album. J'ai découvert que le chinois s'écrivait de haut en bas. Et sitôt passé mon bac à Aix-en-Provence, je me suis inscrit en licence de chinois et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser véritablement à cet immense pays, à cette très grande civilisation. Et à l'époque, vous n'étiez pas très nombreux dans cette licence de chinois. Non, Je crois que vous étiez 4. Absolument, nous étions 4 et nous avions comme professeur un très grand sinologue français qui est Léon Vandermerch. Alors, l'héroïne de votre livre est une jeune brodeuse de soie. Elle s'appelle Étoile du Nord. Elle va vivre une aventure assez étonnante puisqu'elle va précipiter dans votre livre la chute de la dynastie Han. Comment vous est venue cette idée au départ? Alors en fait, c'est parti d'un fait qui est historique. C'est la façon dont la Chine a perdu le monopole de la soie, puisque la soie a été inventée, enfin le procédé de fabrication de la soie a été inventé par les Chinois. Il y a des milliers d'années, on ne sait pas exactement quand, mais c'est certainement entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ. C'est devenu un monopole et de fil en aiguille, le tissu de soie a commencé à être exporté par ce qu'on appelle depuis la route de la soie, au point que les Romains achetaient des coupons de soie et qu'un grand historien romain qui est Pline l'Ancien parle déjà du pays des cerfs. À l'époque, c'était Serica, la Chine. On ne savait pas exactement où c'était, mais on savait que c'était le pays d'où venait ce tissu tout à fait extraordinaire. Et un beau jour, d'après les annales chinoises, une princesse chinoise s'est enfuie avec caché dans son corsage des œufs de bombix, qui est le papillon qui donne le ver à soie, et des graines de mûrier, qui est l'arbre qui permet à cette larve de se nourrir. Et donc de produire ensuite son Et vous, ce fil. qui vous a amusé, c'est d'imaginer justement voilà, cette histoire. À partir de ce fait dont on peut dire qu'il est historique, j'ai effectivement écrit cette histoire de cette petite orpheline qui, de fil en aiguille, va devenir ce que j'appelle la maîtresse de la soie, c'est-à-dire la garante de la fabrication de la soie, et qui, pour des raisons tout à fait étonnantes, va être obligée de s'enfuir, sans savoir qu'elle transporte avec elle justement des graines de mûrier et des œufs de bombix qui ont été glissés dans son chignon par la personne qui est une jeune persane qui lui a permis Amina, qui lui a permis de s'enfuir. Et c'est comme ça qu'ensuite les Chinois vont découvrir qu'il y a un concurrent, un pays concurrent qui s'est lancé lui-même dans la production de la soie. Et cet événement tout à fait improbable et scandaleux pour l'époque va amener l'empereur des Han à être abattu par un général qui est un général rebelle, Cao Cao, qui est un personnage historique extrêmement connu en Chine. Alors ce qui est intéressant, c'est le mystère aussi que vous décrivez autour de la fabrication de la soie, un secret donc qui a été jalousement gardé par l'Empire chinois. Qu'est-ce qu'elle représente cette soie au IIIe siècle après Jésus-Christ? Est-ce que c'est un symbole de puissance pour les Chinois? Alors c'est un symbole de puissance parce que la soie était encore plus précieuse que le jade, qui est considéré en Chine comme le matériau le plus précieux, ou l'or, évidemment. Et le bronze aussi, si je... Et le bronze, puisque les Chinois ont une grande tradition de la fonte du bronze, et que, notamment, on peut voir au musée Guimet, à Paris, des vases de bronze qui datent de 2000 ans, en gros, ou de 1500 ans avant Jésus-Christ,
et qui ont été fabriqués par des bronziers qui ont un talent exceptionnel. Et donc la soie était véritablement le trésor national. C'est au fond ce qui différenciait la Chine du reste du monde. Parce que le bronze, on en trouvait aussi ailleurs. L'or, n'en parlons pas. Il y en avait également, par exemple, au Proche-Orient, où même les Celtes, déjà, pratiquaient la fonte de l'or et même du bronze en Europe. Et donc, ce trésor qui faisait que la Chine était un pays tout à fait à part, tout d'un coup, va se disperser. Et donc la Chine, qui s'est toujours considérée comme le centre du monde, hein, la Chine, elle est entourée d'une grande muraille. Chine, ça se dit en chinois, Chongguo, c'est le pays, le centre du monde. Et donc pour les Chinois, et ça depuis des millénaires, mais ça continue encore aujourd'hui, hein, la Chine est un pays à part, qui est au centre du monde et qui possède des choses que les autres ne possèdent pas. Et à l'époque, c'était effectivement la soie. Et à partir du moment où la soie a été perdue, ce qu'on appelle en Chine le mandat du ciel, le mandat céleste, qui est le mandat par lequel l'empereur a été désigné par le ciel pour protéger le peuple et son pays. Lorsqu'il y a des signaux qui indiquent que le mandat céleste a été perdu, par exemple un tremblement de terre, une épidémie, ou la perte du monopole de la soie, à ce moment-là, le peuple est autorisé à renverser le pouvoir. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et vous savez qu'aujourd'hui en Chine, l'élément le plus important pour la population aujourd'hui, c'est le prix du porc, qui a été augmenté de pratiquement 80%, parce qu'il y a une peste porcine très importante qui sévit en Chine. La viande de porc est la viande la plus consommée par les Chinois et considérée comme la viande la plus importante. Et aujourd'hui, la hantise des autorités, de M. Xi Jinping en particulier, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de révolution et de rébellion à cause de ce prix de la viande du porc. Qu'est-ce que, justement, on peut trouver de commun? Vous venez de citer un exemple entre cette Chine du IIIe siècle après Jésus-Christ et la Chine d'aujourd'hui. Énormément de choses. Vous savez, de toute façon, nous sommes tous, que nous soyons français ou comme les Chinois ou autres, nous sommes tous tributaires de notre histoire et de notre passé. Et donc, il y a dans la mentalité chinoise un certain nombre de caractéristiques qui sont consubstantielles à ce que sont les Chinois et qui en particulier sont la conscience du fait que c'est la population la plus nombreuse de la planète. Et donc il y a dans l'esprit chinois, dans la mentalité chinoise, le fait que le poids de la démographie, le fait qu'on soit très nombreux dans une société implique qu'il y ait un ordre établi extrêmement strict, une pyramide. C'est ce que vous écrivez et décrivez dans le livre. C'est ce que je décris dans le livre. Et la hiérarchie qui est la hiérarchie de la Chine aujourd'hui. L'empereur de Chine aujourd'hui, c'est le président Xi, hein, qui est à l'égal de l'empereur des Han qui a été renversé et dont je raconte la façon dont il a été renversé dans le livre. Et donc tout ça fait que lorsque l'on raisonne et qu'on est un occidental, et lorsqu'on raisonne à partir de ce qui se passe en Chine, on doit être conscient du fait que la mentalité chinoise n'est pas la même que la mentalité occidentale. Tout simplement parce qu'en Occident, nous sommes des pays peu peuplés, même si nous commençons à être peuplés, en particulier en France, 65 millions d'habitants, ça commence déjà à se sentir. Mais très longtemps, nous avons été des pays vides de population. La Chine a toujours été un pays plein. Et donc, il y a dans la façon dont l'Occident perçoit ce pays plein des choses que ce pays plein n'accepte pas forcément. Il y a un personnage intéressant aussi, Théorie indicible du chaos, c'est un ermite taoïste. À travers lui, j'ai l'impression que vous vouliez évoquer aussi ce pilier de la philosophie chinoise, non? Absolument. Et de faire comprendre aussi cette espèce d'éthique libertaire. Il y a deux piliers qui sont d'une part Confucius, qui est le théoricien de la morale, de l'ordre établi, le respect de la loi, le respect des ancêtres, et le taoïsme, qui lui s'adresse à l'individu, au corps humain. Comment est-ce que l'individu doit se positionner pour être en harmonie avec la nature et avec son environnement naturel. Et donc vous avez d'un côté une morale sociale extrêmement stricte, pays confucéen, comme l'est d'ailleurs le Japon ou comme l'est la Corée, qui explique la réussite économique extraordinaire du Japon, de la Corée, mais également de la Chine. Confucius, l'ordre, le goût du travail bien fait, et de l'autre côté,
le souci de soi, le fait que quand on mange, on se soigne ou pas, que tout ce qu'on ingurgite est très important, que tout ce qui se passe autour de nous sur le plan naturel est également très important, les signes, les astres, etc. Ça, c'est le taoïsme. Et donc en Chine, il y a ce mélange entre l'ordre établi, une loi des reins qu'on va respecter, et l'écoute de l'environnement, de la nature, les superstitions, le fait qu'on croit aux astres, le fait que les Chinois est un peuple joueur. Jusqu'à il y a encore quelques années, ils jouaient en bourse comme on joue au casino, et donc c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes après à la bourse. Tout ça, ça fait partie de la mentalité chinoise. Et c'est ce qu'on découvre aussi dans votre livre sur cette Chine du IIIe siècle. Merci Joseph Reich d'avoir été avec nous. La petite voleuse de la soie est éditée aux éditions XO. Merci d'avoir été avec nous. Merci.